Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Cette semaine, on aimerait vous parler de la peur versus l'amour. Qu'est-ce qui motive nos décisions? Quand je prends une décision, est-ce que je suis motivée par une peur ou si je suis motivée par l'amour? Ça, c'est intéressant parce que souvent, on ne se rend pas compte qu'on prend des décisions parce qu'on a peur de ci ou peur de ça. Par exemple, je pourrais donner l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup de vertige et qui choisit de jamais aller dans les hauteurs de aucune sorte. Et donc, elle choisit de éviter d'aller dans les hauteurs parce qu'elle a le vertige. Alors que quand je choisis de confronter ma peur, je vais le mettre comme ça parce que je l'ai fait en faisant ça en parachute, je pense que j'en ai parlé dans une autre vidéo, et en confrontant ma peur, pour m'en libérer, je ne fais pas un saut en parachute juste pour le trip de faire un saut en parachute. Ce qui me motivait, c'était de me libérer de ma peur par amour pour moi parce que je suis terriblement dérangée à chaque fois que je dois aller monter dans quelque chose qui est trop haut, une échelle, un escabeau, bon, n'importe quoi. Alors, quand j'ai fait mon saut en parachute, je m'étais dit, je saute dans ma nouvelle vie. C'est vrai que j'ai eu très peur, je ne peux pas vous nier ça, sur le bord de l'avion. Alors, j'ai eu vraiment très peur. Et j'ai sauté parce qu'il y avait mon guide qui était attaché à moi qui m'a poussé pour que je saute parce que je pense que j'aurais pas sauté. Et ce que je me suis aperçue, c'est quelque chose d'intéressant aussi, c'est que la peur, c'est une illusion, hein. J'ai réalisé que quand on a peur, c'est pour ce qui s'en vient. C'est pas pour ce qui est là, parce que ce que je me suis aperçu, c'est que un coup que j'avais sauté, que j'étais dans les airs, il n'y avait plus aucune peur. Alors là, je me suis dit, mais ça c'est intéressant, parce que c'est la même chose, par exemple, pour la maladie, hein? Mm. Euh, C'est la même les, chose pour tout, dans le pour fond, hein? tout, C'est ça. les enfants, quand ils sont malades, ils n'ont pas peur d'être plus malades, alors que nous, on a peur d'être plus malade, on a peur que ça empire. Un animal aussi vit ça très bien. On trouve qu'ils font pitié les enfants qui sont malades ou les animaux, mais ils font moins pitié que les adultes. Parce que nous, on est toujours dans la terreur de ce qui s'en vient. Puis est-ce que ça va empirer ou est-ce que je vais en mourir, etc., etc. Donc, quand j'ai sauté puis que j'avais plus peur dans les airs, j'ai fait le lien avec ça aussi. C'était une expérience extraordinaire et je vous l'ai raconté l'autre fois, quand j'ai repris une deuxième fois un saut en parachute, je n'avais plus aucune peur de sauter. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. La même chose quand j'ai quitté mon mari, oh, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur de rester toute seule, puis de ne plus être capable de gagner ma vie, puis de ne plus être capable de ci. Et je l'ai fait quand même, par amour pour moi. Mm. Est-ce que ça m'a C'est apporté? intéressant, c'est ça, hein, ce que tu me racontais tout à l'heure, c'est ce que ça t'a apporté de surmonter cette peur-là. Parce que des fois, on se dit, ben, ça sert à quoi de surmonter une peur juste pour surmonter une peur? C'est pas toujours nécessaire, effectivement, mais c'était le fun ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à ça. C'est que dans ma vie, à chaque fois que j'ai surmonté des peurs, j'ai acquis plus de confiance en moi et plus d'estime de moi. Quand j'ai quitté Jacques, ça a pris plusieurs années, je l'ai raconté dans, je pense, cette deuxième vidéo, ça a pris plusieurs années avant que je me rende compte de ce que ça m'apportait d'avoir fait ce saut-là dans le vide. Et ça, c'est pas parce que je l'aimais pas, ça a toujours été l'amour de ma vie, mais j'avais besoin de faire ce saut-là dans le vide par amour pour moi et je me suis réalisée seulement après. Et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai choisi de quitter Jacques. C'est bête à dire, moi ça m'a pris ça. Puis,
C'est intéressant, je peux rebondir sur ce que tu dis parce que c'est pas obligatoire. Ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde quitte son conjoint, sa Non, conjointe. C'est pas ça surtout qu'on est en pas. train de dire. J'espère que non. C'est pas ça la question, en fait. La question, c'est qu'est-ce qui nous fait le plus peur. Puis j'ai envie de revenir sur la semaine dernière, notre vidéo où on vous disait, on vous invitait à donner carte blanche à votre âme. Ouais. Et là, c'est intéressant parce que j'ai des gens qui ont regardé les vidéos qui m'ont écrit pour me dire ouais, j'ai fait ton exercice, et puis entre autres des personnes qui ont dit ben sur le coup, parce que moi quand je l'ai expérimenté, c'est ce que je vous racontais, moi j'ai eu peur sur le coup, juste de dire je donne carte blanche à mon âme, ça m'a fait peur, puis je me suis dit oh, je suis mieux d'attendre d'être prête à faire face à cette peur là. Mais là il y a des gens qui me racontent ah ben non, moi j'ai pas eu peur de le dire, sauf que c'est après que c'est venu, c'est le lendemain ou le surlendemain où là il est arrivé, toutes les peurs ont monté. Puis il y a quelqu'un qui me dit ben si c'est ça, faire donner carte blanche à son âme, c'est pas vraiment agréable. Hein? Mais en fait, c'est pas ça. Ça, c'est pas c'est pas nécessaire de le vivre comme ça quand on donne carte blanche à notre âme. Mais ce qui se passe, c'est que, puis, tu sais, on parle de l'amour puis de la peur. Et puis la semaine dernière, on parlait de votre âme. Donc, on prend pour acquis que tous ceux qui nous écoutent, vous croyez, vous avez le sens intérieur qu'on a effectivement une partie de nous qui est une essence supérieure, qui est infinie, indestructible, éternelle, immortelle, etc. Peu importe comment vous appelez cette partie-là, votre essence, votre esprit, votre âme, cette partie-là, elle n'a jamais peur. Pas du tout. Jamais, parce que quelqu'un lui dit ben oui, mais comment tu sais si c'est ton âme qui dit de faire quelque chose ou si c'est ton ego? C'est pas compliqué. L'âme, elle a jamais peur. Jamais, 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 jamais. Si t'es indestructible, je me souviens plus si c'est dans un autre de ces vidéos-ci, de cette série-ci que j'en ai parlé, puisque j'ai fait d'autres vidéos, mais je le redis parce que de toute façon, on l'entend jamais trop. Parce que l'ego a toujours tendance à reprendre le dessus. L'âme, là, elle est indestructible, immortelle, éternelle, infinie, omnisciente, omniprésente. Comment est-ce qu'elle peut avoir peur? Ça n'a pas de sens. Et l'âme baigne dans l'amour. Il y a C'est des ça. gens qui ont fait des expériences de mort imminente, là, Ouais. et ils ont tous le même discours quand ils Ouais. sont revenus. On a baigné dans l'amour. Ouais. Alors, c'est un espace qui est absolument extraordinaire et, comme tu dis, sans peur. Exactement. Ça fait que quand il y a de la peur, c'est toujours l'ego qui a peur. C'est sûr. Déjà en partant, si vous voulez savoir si ce qui vous montre comme élan de dire ou de faire ou de quelque chose ou d'aller quelque part, si la peur, le message que vous recevez dans lequel il y a de la peur, c'est un message qui vient toujours de l'ego. C'est ça. Là, après, c'est pas nécessairement, je suis d'accord avec vous, c'est pas nécessairement toujours aussi simple que ça. Cette semaine, je parlais avec une personne qui me partageait quelque chose que je trouvais hyper intéressant, puis j'ai envie de partager ça avec vous. C'est que, oui, mais elle dit, si les deux options me font peur, comment je fais pour savoir laquelle qui est de mon âme? Ben oui, c'est sûr. C'est évident que c'est pas toujours simple de faire le tri. Alors, dans ce cas-là, c'est que ce qui nous fait le plus peur, là, j'ai envie de vous dire, ce qui nous fait le plus peur, puis on en parlait déjà la semaine dernière, hein, ce qui nous fait le plus peur, on dit souvent, c'est là qu'il faut qu'on aille. Donc, ce qui te fait le plus peur, là, c'est là qu'il faut que tu ailles. Pourquoi? Et là, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Je discutais avec une amie qui est artiste, puis moi, bon, je suis artiste depuis plusieurs années, aussi depuis mon enfance, en fait. Et j'ai toujours été fascinée par les couleurs. J'ai toujours placé les couleurs, les stylos ou n'importe quoi, les boutons, n'importe quoi par ordre de, tu sais, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, je trouve ça beau, j'aime ça. Bon. Je discutais avec cette amie-là, puis on discutait que c'est étrange parce que quand on fait de la peinture, le blanc, c'est l'absence de couleur. Quand on mélange les peintures, là, le blanc, c'est l'absence de couleur. Mais dans la lumière, en physique, c'est l'inverse. La lumière blanche, la lumière la plus pure, la plus lumineuse,
c'est le mélange de toutes les couleurs. Ça, c'est intéressant. Toutes savais les pas couleurs. ça. Oui, puis ce qui est particulier, c'est que, et là, il y a des gens qui me disent des fois, oui, mais tu sais, il y a des parties de moi, là, pourquoi je serais obligée d'aller là? Si ça me fait trop peur, là, pourquoi je serais obligée de faire ça? T'es pas obligée. Non. Sauf que ça veut dire que tu mets de côté une partie de toi. Comment je pourrais expliquer ça? Si c'est quelque chose auquel on n'aspire pas, ben on n'en a même pas envie. Ça nous laisse indifférents. Si ça nous fait un tant soit peu envie, c'est parce qu'on a une aspiration à l'intérieur pour aller là. J'ai le goût de rajouter quelque chose, c'est que il y a quelque chose qui nous revient souvent. Il y a quelque chose qui nous revient souvent. Ou bien on dit aux gens, « Oh, t'es bien chanceux de toi pas avoir d'être capable de faire ça, t'es bien chanceux. Ces mots-là, ça veut dire « j'aimerais ça ». C'est ça. Et le problème, c'est que on nie souvent la peur. Oui. On se donne des excuses pour pas faire quelque chose. Ouais. Mais ça, c'est tous des petits signes quand on regarde quelqu'un qui t'es donc chanceuse. T'es donc chanceuse. Ah, de moi, pouvoir je faire pourrais ça. pas parce que j'ai pas la bonne condition physique. Ou moi, je pourrais pas C'est parce ça. que j'ai pas les moyens. Ou parce Ouais. que j'ai pas le temps. Ou parce que ça, c'est des prétextes. Ça, c'est le discours du mental pour justifier pourquoi on le fait pas. Mais si on a envie quelqu'un de pouvoir le faire, si on a envie nous-mêmes de pouvoir le faire, c'est parce qu'il y a un appel à l'intérieur. S'il y a un appel à l'intérieur, c'est parce que ça fait partie de nous. Ça fait partie de nos couleurs. Puis si on avait de côté cette chose-là, ben on renie une de nos couleurs. Puis vous savez ce qui arrive dans la lumière si on retire une couleur? On n'a plus de lumière blanche. On a une lumière qui est teintée puis qui est moins lumineuse, qui est moins brillante. Ça. Je voudrais donner l'exemple. Par exemple, Caroline, c'est une artiste. Elle a beaucoup, beaucoup de talent. Elle a fait de la peinture, elle a fait de la mosaïque. Et moi, je trouve ça très beau ce qu'elle fait en mosaïque. Je trouve ça magnifique. Mais je ne suis pas en train de me dire « Ah, elle est chanceuse de pouvoir faire ça, j'aimerais ça pouvoir faire ça. » Mais ça ne me vient même pas, ce goût-là. C'est pas pour moi. Moi, mon trip, c'est plus sur l'art de la scène. Donc, elle, c'est les deux, en fait. Tu n'as pas beaucoup d'art de la scène. Non, et moi, je pourrais raconter l'inverse parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, pourquoi t'en prends pas, toi, des cours de chant? Puis pourquoi t'en fais pas des spectacles? » Ça me tente même pas. C'est pas ça, moi, qui m'appelle. J'ai jamais eu envie de ça. Donc, moi, j'aurais plus eu envie, par exemple, de faire de la danse. Alors, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui vous appelle? Et là, si ça vous fait peur, ben là, c'est un signe que c'est l'ego qui panique à l'idée d'aller à quelque part qu'il ne connaît pas, il n'est pas sûr de maîtriser, il a peur d'être ridicule, il a peur de... Peu importe, hein, il y en a des milliers de peurs, il y en a une infinité de peurs. Donc, chaque personne, ça va être des peurs différentes. Puis des fois, comme tu le disais tantôt, des fois, on ne sait même pas qu'on a peur. On justifie. Je pense que la première étape, là, c'est d'enlever toutes les justifications puis de dire « Oui, c'est vrai, ça me fait peur. » Et si vous avez l'authenticité, moi, je pense que c'est une des grandes choses que j'ai apprises, c'est quand j'ai commencé à avoir l'authenticité envers moi-même, de dire « OK, ça me fait trop peur, puis pour l'instant, je me sens même pas capable d'y aller. » Ça, là, c'est une énorme étape. Parce que si vous continuez, là, à donner carte blanche à votre âme, en disant, ben un jour, j'aimerais être capable d'y aller, ben vous pouvez être sûr que votre âme, elle va vous amener tout ce qu'il vous faut pour amadouer cette peur-là et être capable de faire ce qui vous fait envie. Puis amadouer les peurs, hein, on n'est pas obligé toujours de leur faire face. Moi, je compare ça souvent à dompter un fauve. Puis on a souvent l'image des dompteurs de fauves qui sont là avec leur fouet pour fouetter le fauve. C'est pas vrai, c'est un mythe, ça. Les vrais bons dompteurs de fauves, ils sont pleins d'amour pour les fauves. Et c'est pour ça que le fauve se laisse amadouer. Donc, les peurs, c'est pareil. J'avais le goût de parler du chant. Tu as parlé du chant tantôt? J'en ai parlé, je pense, dans une autre vidéo. J'ai commencé à prendre des cours de chant, j'avais 70 ans. Et je vous disais, quand on a un désir ou quand on trouve les gens chanceux, c'est qu'il y a quelque chose qui est là pour nous.
Et moi, j'écoutais des gens chanter, puis je disais, que j'aimerais ça avoir une voix comme ça, et que j'aimerais ça pouvoir chanter, mais je fausse bien trop. Et j'ai demandé à mon prof de chant, François Tessier, j'ai dit, François, est-ce que c'est possible d'apprendre à chanter à 70 ans? Ben, il dit, on peut apprendre à chanter à tout âge. Mais j'ai dit, moi, là, je fausse tellement, c'est épouvantable. Et je vous jure, hein, j'en ai eu pour un an à peu près, là, à avoir tellement peur de fausser, puis il disait, c'est pour ça que tu fausses, parce que tu sors pas ta voix, tu la retiens à l'intérieur. Et j'arrivais pas à sortir ma voix. Puis j'ai une voix qui est très forte, même en parler, je suis capable de parler à une foule sans micro, mais j'arrivais pas à sortir ma voix tellement j'étais terrifiée. Et le premier spectacle, parce qu'ils font des spectacles de fin d'année, le premier spectacle auquel j'ai contribué, je pense à mourir. Et c'est vrai que j'ai faussé. Mais à partir du moment où j'ai accepté, puis François, il criait après, là, chante, mais chante, mais j'avais l'impression de chanter, mais non. Raconte, qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu dis c'est pas grave si tu fausses? Ah oui, il m'avait dit, avant le premier concert de fin d'année, c'est pas grave si tu fausses, Dorothée, mais fausse avec gloire, là. Et ça, j'avais trouvé ça drôle. Et puis, c'est drôle de cette phrase-là, c'est vrai, merci. Cette phrase-là m'avait beaucoup interpellée. Et puis, maintenant, je peux chanter à cappella. Des fois, je finis un cours de stretching, puis j'enseigne le stretching. Je finis un cours, puis je dis, oh tiens, je vais vous chanter une chanson. Et puis, je finis mon cours comme ça. Et puis, je m'amuse à chanter devant les gens. Écoutez, je peux pas vous dire ce que ça me fait à l'intérieur. Puis, merci François. Merci. Puis merci Dorothée, parce que c'est moi qui ai fait l'effort et je vous garantis que c'était pas évident. Chaque peur que j'ai traversée, ça a été comme ça, Caroline. C'est Ça a pareil été... pour moi aussi, là. Mais après, ça nous donne un sens de notre valeur, de notre vraie valeur. Chaque fois, moi, à chaque fois que j'ai surmonté des peurs vers quelque chose qui me faisait vraiment envie, là, évidemment, c'est extraordinaire la fierté qu'on ressent après. Ah, ouais. Et non seulement ça, mais après, on sort plus grand puis plus fort. C'est comme si t'acquiers une... Je vais vous raconter, moi, une de mes plus grandes peurs, c'est les araignées. Et J'avais compris les aînés. J'espère que c'est pas... J'espère que j'ai mal compris. oui, ça sera pas bien long, je vais avoir peur de toi, là. Les araignées, j'ai une vraie phobie des araignées, là, vraiment. Depuis toute petite, je voyais une araignée grosse comme le bout de mon petit doigt, puis je devenais tout en sueur, puis avec des palpitations, puis... Et un jour, il y a une vingtaine d'années, je décide d'aller en voyage en Australie. Puis moi, quand je prends mon billet d'avion pour aller à l'Australie, tu sais, l'Australie, c'est wow, c'est exotique, c'est à l'autre bout du monde, ça fait rêver. Je dis, ouais, super, je vais en Australie. J'avais pas pensé, moi, qu'en Australie, il y a des Christy de grosses araignées. Désolée pour le juron. Des grosses araignées. Puis, donc, j'arrive là-bas, puis je commence par voir les premières araignées que j'ai vues. C'était des araignées qui étaient à peu près grosses comme ça, là. Et je venais dans tous mes états, et puis là, je demandais, je courais après quelqu'un pour sortir l'araignée de la maison à chaque fois que ça arrivait. Puis à un moment donné, on arrive en pleine jungle, et là, les araignées étaient plus grosses comme ça, ils étaient grosses comme ça, vraiment, je vous jure, comme un bol à soupe, là. La première fois que j'ai vu une araignée comme ça dans ma chambre à coucher, j'étais sûre que j'allais faire une syncope. Puis à l'époque, j'étais avec mon conjoint du moment, et puis là, j'étais dans tous mes états, puis là, j'ai dit, sors l'araignée de la chambre, et puis même après qu'il y a eu sorti l'araignée de la chambre à coucher, je pense que ça m'a pris 5 heures avant de m'endormir. J'avais toujours l'impression de sentir une araignée qui me grimpait dessus. Et puis là, finalement, mon conjoint s'en va, et il est retourné en Europe. À l'époque, on habitait en Europe. Il est retourné en Europe avant moi. Moi, je suis restée une autre 2 semaines en Australie, toute seule dans la jungle. Eh bien, savez-vous quoi? Il y a eu à nouveau une autre araignée, je me demande si c'est pas la même qui est venue m'emmerder. Une autre araignée, la même grosseur, dans la chambre à coucher. J'étais toute seule, en pleine jungle. Je pouvais plus appeler quelqu'un pour me sauver, là. C'était pas possible, il n'y avait personne. Eh bien, j'ai pris mon courage à 2 mains et ça a tout pris, en tout cas, je vous raconte pas les détails, c'était une vraie saga, mon histoire, et j'ai finalement réussi à
l'araignée était sur une porte, puis c'est comme des portes battantes qui s'ouvrent vers l'extérieur. En tout cas, j'ai finalement réussi de peine et de misère à ouvrir une des portes, puis l'araignée, elle a fini par sortir dehors, toute seule. Ben, après que je suis revenue dans des pays où il y a des araignées moins monstrueuses, comme la France ou le Québec, ben, je vous jure que maintenant, les petites araignées grosses comme mon petit doigt, ben, ils me font plus peur. Ils me font plus peur. Il n'y a plus beaucoup d'araignées ici qui me font peur à côté de ça. Alors, je suis contente, je suis fière. C'est sûr que je ne serais jamais allée me mettre dans un nid d'araignée pour faire face à cette peur-là, parce que je me disais à quoi ça sert. Quelqu'un qui fait face, par exemple, à sa peur des hauteurs, comme ce que tu racontais tout à l'heure, tu peux te dire, ben, si j'ai trop peur des hauteurs, je peux même pas grimper dans un escabeau pour aller accrocher quelque chose. C'est limitant, c'est handicapant. Moi, la peur des araignées, je trouvais pas que c'était handicapant. Je me disais, je m'en fous d'avoir peur des araignées, je m'approche pas des araignées, puis c'est tout. Sauf que c'est handicapant quand même, parce que si à un moment donné, j'avais besoin d'aller dans un grenier chercher quelque chose, ben là, j'étais terrifiée qu'il y ait des araignées qui me sautent dessus, donc j'ai laissé faire, je suis pas allée chercher ce dont j'avais besoin. De toute façon, une peur, c'est toujours handicapant. Et la plus grande peur, on en a déjà parlé, je pense, c'est la peur de mourir. Ouais. Mais celle-là, là, on est mieux de l'apprivoiser parce qu'on ne peut pas l'éviter. Alors, je peux éviter bien des choses dans la vie, comme les araignées et tout ça, mais la mort, là, je ne peux pas l'éviter. Alors, moi, ça fait longtemps que je travaille sur cette peur-là et je vous assure que je l'ai peut-être un petit peu, mais vraiment caché, ma peur de la mort, parce que je ne la vois pas. Et je vous assure que la peur de mourir nous empêche de vivre. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que la peur de mourir est tellement forte chez la plupart du monde qu'ils ne vivent pas. J'ai envie de vous raconter une histoire qui est arrivée à... C'est pas des gens que moi je connais, c'est des gens qu'un ami connaît, où il y a eu une tragédie dans cette famille-là. Il y a la plus jeune des enfants, je pense que c'était la plus jeune, en tout cas parmi les frères et sœurs, qui est sortie de la maison à un moment donné en courant, puis qui s'est fait frapper dans la rue devant la maison. Et après ça, le reste de la famille, les parents, puis les autres, les enfants qui étaient encore en vie, ils ont tous arrêté de vivre. Ils se sont enfermés, barricadés chez eux. Et puis, je sais pas si c'est tous les enfants qui sont devenus adultes maintenant, qui sont dans la quarantaine ou la cinquantaine, puis qui... Je sais en tout cas qu'il y en a un dans le groupe qui est incapable de travailler, incapable de fonctionner. Donc, cette famille-là a arrêté de vivre il y a 40 ou 50 ans, quand cet enfant-là est morte, parce qu'au cas où il y en a un autre qui aurait un accident puis qui en mourrait. Mais ça sert à quoi de vivre? Puis en ce moment, moi, je peux vous dire que je trouve qu'il y a un paquet de monde qui ont arrêté de vivre depuis le mois de mars par peur de mourir. Ben, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de vivre? Ben, de survivre. Mais de vivoter, puis de plus rien faire de ce que t'aimes, de plus voir les gens que t'aimes. En attendant de mourir, ça veut dire que tu es dans un mouroir pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. On se met en prison soi-même et on évite tous les contacts parce que tout ce qui est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux. Et puis, donc, moi, j'ai le goût de vous laisser avec... lisez beaucoup sur des gens qui ont fait des expériences de mort cliniques et qui sont revenus. Moi, ça m'a beaucoup apaisé, beaucoup apaisé. Et l'autre chose que je veux mettre... Avant que tu repartes là-dessus, je vais mettre des références sur des livres qu'on a lus, nous, puis qui nous ont vraiment beaucoup inspirés, des gens qui ont vécu ce genre d'expérience-là. Je vais les mettre en dessous de la vidéo. Oui, j'avais quelque chose à dire par rapport à la mort, mais ça, c'est parti. C'est parti. C'est pas grave. Ben, ça va probablement te revenir. En attendant, je veux aussi rebondir sur quelque chose d'autre que tu as dit avant. On n'évitera pas personne la mort. Alors, j'ai envie de faire une petite parenthèse là-dessus, parce que scientifiquement, il y a de plus en plus de recherches qui démontrent que le corps physique n'est pas fait pour mourir. Ça, c'est sûr. Normalement, on devrait pouvoir vivre éternellement puisque toutes nos cellules, sans exception, n'en déplaise à la médecine conventionnelle qui n'accepte pas ces nouvelles découvertes-là,
toutes nos cellules se renouvellent en permanence pendant toute notre vie. Possiblement que quand elles arrêtent ou elles ralentissent leur renouvellement, puis on expérience ce qu'on appelle le vieillissement des cellules, c'est probablement parce qu'on est tellement sûr qu'on va vieillir, on appelle ça l'effet nocebo. Vous pouvez aller voir, taper sur Google l'effet nocebo, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, en fait, c'est l'inverse de l'effet placebo, hein? Donc, on crée le négatif qu'on est sûr qu'il va nous arriver. Il y a un exemple extraordinaire de ça, d'un malade qui avait été diagnostiqué, enfin une personne qui avait été diagnostiquée avec un cancer terminal, et il est mort au bout de quelques mois, et quand ils ont fait l'autopsie, il n'y avait rien. Rien. C'était une erreur de diagnostic. Cet homme-là est mort de la croyance qu'il allait mourir. Il y en a plein d'exemples comme ça. Donc, si le corps physique n'est pas fait pour mourir, est fait pour se régénérer éternellement, je dirais que oui, on a besoin de se faire à l'idée que la mort, c'est quelque chose qui n'est pas grave. Si ça arrive, ben ça arrive. Et que de toute façon, on continue la vie de l'esprit, de l'âme après. Que ce soit avec le corps ou pas, de toute oui, façon. c'est ça. Que ce soit avec le corps ou pas, on Exactement. continue à vivre. J'ai une de mes sœurs qui vient de décéder et cette peur de mourir l'a tenue en vie dans un état absolument lamentable. Et je lui ai expliqué en dernier, c'est comme si tu avais une vieille robe là, qui est toute déchirée et tu veux pas l'enlever puis l'acheter parce que tu sais pas la nouvelle robe, qu'est-ce qu'elle va avoir l'air. C'est ça. Donc, c'est la panique de ne pas savoir qu'est-ce que ça va être. Et donc, c'est pour ça que les références des livres qu'on va vous mettre avec cette vidéo, ben, je pense que c'est important. Lisez sur le sujet parce qu'on fait comme si on mourrait jamais, mais derrière ça, il y a cette grande peur de mourir. Et c'est la plus grande peur de l'être humain. On est mort de peur, c'est le cas de le dire. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Ben, je pense qu'on a pas mal de choses à propos de la peur et de l'amour. On a parlé plus de la peur que de l'amour, mais en fait, si on lâche des peurs, automatiquement, on va dans l'amour. Automatiquement. De toute façon, en fait, je pense qu'on peut compléter en ramenant à notre vidéo de la semaine dernière, c'est que si je donne carte blanche à mon âme, je suis certaine de jamais me tromper. C'est ça. Je suis certaine, parce que l'âme, est-ce que mon âme peut me vouloir du mal? Sincèrement, là. Répondez pour vous à cette question-là. Est-ce que votre âme peut vous vouloir du mal? Moi, j'ai jamais personne qui m'a répondu oui à cette question-là. Pour moi, c'est évident que c'est non. Alors, si mon âme ne peut pas me vouloir de mal puis qu'elle est indestructible, qu'est-ce qui m'empêche de lui faire confiance? Je peux pas me tromper si je lui fais confiance. Donc, l'amour de soi, c'est redonner le pouvoir à mon âme et lui faire confiance. Puis à chaque fois que j'ai peur, je redonne le pouvoir à mon âme et je lui fais confiance. Et l'âme est dans l'amour tout le temps. Là-dessus, on vous quitte jusqu'à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Partagez la vidéo.